prise sur leur vie, bien sûr, de grands malades, donc. Mais on y trouvait aussi beaucoup, trop nombreux, des gens qui, bien sûr, souffraient de troubles mentaux, qui parfois pouvaient nécessiter l'hospitalisation et qui avaient bien assez d'être malades sans qu'en plus on les prive de leur liberté. Et il aura fallu qu'un ex-patient de Saint-Jean-de-Dieu, M. Jean-Charles Pagé, et des psychiatres de prestige de l'époque, en 1961, pour que l'on sente, et c'était le titre du livre écrit par M. Pagé, que les fous crient au secours. On a alors procédé lentement mais sûrement à ce qui était une véritable révolution dans les soins apportés aux malades mentaux. C'est alors qu'est apparue la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire que l'on ne gardait en institution que ceux qu'on devait garder pour leur propre protection et celle de la société. Les autres, souffrants, mais un tant soit peu aptes à diriger leur propre vie, étaient remis sur la lue. Mais alors, qu'avait-on préparé pour eux? Que prépare-t-on encore pour eux? Quel service leur offre-t-on? Ça fera bientôt 3 années qu'elle est internée. Oui, internée avec les fous, avec les fous. C'est à cause de si elle est là seulement, voilà, on ne la croit pas, mais un jour ça va éclater. La vérité, alors comme elle en a assez pleuré, de toutes ses forces elle se met à crier. Mais puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. J'étais dérangeante. Dans le sens? Ben, j'étais sur... j'avais une... Ben, disons, moi, j'ai pas d'étiquette encore, mais mon étiquette à moi, là, celui qu'on m'avait donné, c'est PMD, psychose maniaco-dépressive. Alors, moi, ils m'ont entré à l'hôpital sur un rêve. Donc, je dirais quelque part, moi, j'avais pas le goût d'aller à l'hôpital. J'avais plus d'entourage, j'avais plus personne pour communiquer. Je communiquais plus avec personne. Personne ne comprenait ça. Une dépression nerveuse, c'est comme tu serais fou. T'sais, le monde, ils te prennent pour un fou. Tu l'es pas fou, tu le sais, mais tu es en panique. Tu recherches quelqu'un. Tu recherches quelqu'un pour t'écouter. Tu recherches quelqu'un pour, je sais pas moi, pour dire que ton dedans fait mal. Ton dedans, il va pas bien. Ton dedans, là, il se meurt, ni plus ni moins. Puis ça va aller que le dehors aussi va suivre le dedans. C'était j'étais très stressé, nerveux au coton. À quel moment, toi, tu as commencé à te sentir mal, à ne plus être bien? Au moment... Dans le temps que ça commençait à aller bien socialement. Dans le temps d'Expo 107. Parce que là, je me promenais partout et puis je me sentais seul partout. J'étais seul avec tout le monde. J'étais tout le monde, puis j'étais seul quand même. T'avais quel âge? C'est dur à dire. Je me souviens pas exactement, peut-être en 11 ans. 11, 12 ans. Ouais. À qui le disais-tu que tu te sentais pas bien? Le disais-tu à quelqu'un? Pouvais-tu le dire à quelqu'un? J'avais pas d'entourage, sans parler. Les autres m'acceptaient pas comme je suis. Parce que... ils m'envoyaient prendre des choses comme ça. Souvent, les humains sont plus méchants que les animaux. Tu trouves? Oh oui. Les gens étaient méchants à toi? Oui. Je ne suis pas sûre que leur contact en tant que le rejet qu'ils ressentent de leur entourage, que la peur que ça peut susciter, que cette impression d'être ailleurs, d'être étranger, d'être en dehors de ce qui se passe et justement un peu exclu, je ne suis pas sûre que ça, ce soit différent. Avant, finalement, la médecine, la psychiatrie avait un petit peu, c'était un peu les gens qui étaient les experts et qui pouvaient parler au sujet de la santé mentale. Et maintenant, ce qui a changé, c'est que je pense de plus en plus de mouvements communautaires et alternatifs ont pris la parole. Et donc des usagers ont dit, mais nous aussi on a quelque chose à dire et on va vous en parler de ce qui se passe. L'organisme communautaire appelé Diogène existe depuis 6 ans. Les 8 travailleurs et travailleuses de Diogène sont constamment sur la route, à l'écoute et au soutien de celles et ceux qu'ils appellent les laissés pour compte. On ne travaille pas à prendre en charge la personne. On lui redonne son pouvoir sur ses vies.
Ça veut dire que quelque part, si je décide avec Claude à un moment donné, bon, ben, Claude il est conscient qu'il y a des difficultés avec le trafic, il y a de la misère à aller sur la rue parce qu'il a peur, mais je vais travailler avec lui pour lui, sa relation avec l'extérieur. À l'extérieur, mais ça, c'est insécure. C'est insécure, pourquoi? J'ai pas de drôle. Comme ça. C'est sûr que quand tu viens pour faire un accompagnement avec ces gens-là, tu as le goût de les prendre dans tes bras et de dire « je vais te protéger ». Ça, c'est le premier instinct qu'on a. Là, on se dit non. On est là pour qu'il redevienne autonome. Il faut qu'il retrouve sa dignité. Alors, comme dit Daniel, tu peux avoir un travail d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est constant. Toutes les semaines, on les voit. Toutes les semaines, malgré leurs difficultés, malgré à un moment donné leurs angoisses, leurs peurs, tes rencontres. Comment ça va? Ça en arrière, la force du Diogène, c'est la constance de l'objet. C'est que l'intervenant qui est là, que ça aille bien, que ça aille pas bien, que tu avances, que tu recules, on est là. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Mais souvent, la souffrance sur laquelle ces travailleurs ont à œuvrer apparaît comme inguérissable, tellement elle est ancrée dans la lointaine enfance, dans ce que les psychiatres appellent parfois le manque fondamental, c'est-à-dire le manque d'amour quand on est tout petit et dont on souffrira toute sa vie. Il y a une de mes sœurs qui elle était très choyée à la maison et puis elle, quand elle voyait la différence qu'il y avait avec moi, ben, parce que j'étais le plus vieux chez les gars, c'est mon père qui était le plus mateur, là, le plus dérangeant. Là. Donc c'est moi qui ai mangé la brassée, puis elle, ma soeur, après ça, a pris son côté pour essayer de me radosser, parce que j'avais la tendance de tout rationaliser, de me retrouver dans les bibliothèques pour essayer de me protéger. Parce qu'à la maison, ça ne fait vraiment pas aller, c'est le bordel. Ton père et toi, ça marchait pas tout. Pas en tout. Ce que je comprenais pas chez ma mère, c'est que d'abord, elle était très froide et puis très manipulante pour jouer dans la tête, là, OK? C'est qu'à un certain moment donné, quand je demandais un peu d'affection, j'étais seul dans la maison, puis là, quand c'est à côté de moi, qu'on puisse jaser, qu'on puisse avoir un contact, elle puis moi, elle, c'était frotter, puis envoyer donc, puis la roche par là, frotter, partout, se promener dans la maison, frotter. On ne disait jamais un mot, je disais, je dis, moi ça va, je dis, elle dit, achète-moi pas, là, puis elle continue à frotter vite, puis laver par-ci, laver par-là. On pourrait parler à quelqu'un, puis lui dire, puis quelqu'un-là qui pourrait garder ça pour lui dire à cette personne-là, j'ai mal en dedans. J'ai mal tellement là que je pourrais me foutre en bas d'un pont. Ça fait mal dans ce temps-là. Ça va loin. Aujourd'hui, j'en suis sorti quasiment à 70-75%. Moi, je vais une journée à la fois, ça. Parce que j'ai été trop vite d'un premier temps. On est trop pris. Puis là, la tête, elle en prend. Ben, ma tête à moi, mon cerveau à moi, il en prenait pas tant que ça. J'ai été trop vite. Là, j'ai dit une journée à la fois. Puis à mon rythme. Allez à mon rythme, vous n'allez pas à mon rythme, là, vous allez me tuer. Bien clair. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis ce qui va arriver peut-être dans 1 mois, 2 mois, peut-être mieux, peut-être pire. Je peux pas vous répondre là-dessus. Pour le moment, moi, je me calcule mieux, pas mal mieux, que de ce que j'étais cette période-là. Surtout que là, il y a aussi il y a Marcel qui a joué un rôle là-dedans. C'est que Robert a fait appel un jour au parrainage civique de l'Est de Montréal, un organisme où Marcel, lui, est un des bénévoles qui a accepté de prendre Robert comme un des filleuls qu'il visite aux 2 semaines. C'est juste d'y faire voir une autre façon de voir les choses, une autre perception, qui change sa perception, qui dramatise pour rien, que c'est pas la réalité, c'est son imagination souvent. Ça fait que
Comme ça, il est capable d'arriver à tasser ses peurs, puis voir la réalité, qui a la capacité, le potentiel de s'en sortir, d'arriver à être bien. Je me demande encore si à 19 ans, on m'avait amené dans une ressource alternative où j'aurais appris, premièrement, à découvrir ce que j'ai découvert au fil des années qui m'ont rendu capotée, comme on dit. Et je me demande si le chemin aurait été le même, si j'aurais passé autant d'années en psychiatrie. Vous me semblez déjà avoir une réponse là-dessus, c'est que ça n'aurait pas été le même. Hein? Ça n'aurait pas été la même chose. Pourquoi ça n'aurait pas été le même? Parce que j'avais été accueillie avec une ouverture, parce qu'on n'allait pas chercher en premier à médicamenter ma douleur. Parce qu'il y avait plein de douleurs. Madame Giguère est une ancienne psychiatrisée qui a mis sur pied la maison Camé à Montréal-Nord pour venir en aide à ses semblables, sans aucun professionnel de la santé mentale. Certains avaient même prédit son échec. Elle a créé cet organisme qui respire l'entraide. Ici, on va à notre rythme, à nous. C'est pas un autre qui nous passe. C'est ça, oui, grâce à Lisette. L'amitié est belle, c'est solide. Qu'est-ce qu'ils ont passé? On l'a passé, on se comprend. Puis même en psychologue, il y a des choses que j'ai pas dit puis que je peux dire ici plus librement. Parce que quand tu es devant un psychologue, des fois, tu te sens jugé, t'es pas à l'aise. T'es pas à l'aise, mais avec de l'encouragement, ben, on peut s'en sortir. Même 17 ans, au rythme de la personne. Si ça n'existait pas, ce temps-là, ça vous manquerait aujourd'hui? Oui, pas mal. Pensez-vous que vous retomberiez malade? Je crois que oui. Et c'était partir, oui, d'un besoin de rencontrer mes pères, mais dans un autre lieu, pour se parler d'autre chose. Et à partir de ça, je me suis découverte moi-même. À partir des membres, il me passe encore des frissons quand j'en parle. Puis j'espère que ça va durer toujours, ces frissons-là. Je me suis découverte en tant qu'être humain. Je me suis découverte en tant que personne qui a des capacités, puis des limites, puis de les accepter. Je suis fière de ça. Parce que je me dis, la société telle qu'elle est aujourd'hui, moi, je suis pas capable de m'intégrer dedans à 100% parce que j'ai une grande sensibilité puis ça me rend malade. OK? Puis pour moi, c'est un signe de santé que de me rendre malade à la vue de cette société-là. Fait que je me déprécie plus. Et j'essaie plus d'être pareil comme. J'essaie plus d'être acceptée dans ce monde-là, par ce monde-là. Pour moi, ce qui est important, c'est de me sentir bien avec moi, puis avec les gens qui m'ont choisi puis que j'ai choisi. Qui, en effet, n'a pas constaté que cette société, que plusieurs appellent malade, ne pose parfois des exigences de performance, de rendement, d'endurance, qui sont au-dessus de la force de certains de nos concitoyens. Des exigences de mensonges et d'hypocrisie pour lesquelles certaines âmes n'ont ni le goût ni le don. Il y en aura donc toujours parmi nous, que je souhaite garder parmi nous, témoins souffrants parfois d'une humanité qui a perdu la boussole. Je les souhaite dérangeants parce qu'ils vont nous rappeler constamment ce que nous avons perdu ou risquons de perdre chaque jour. Mais pour qu'ils ne soient pas seulement des victimes expiatoires de ces gens qui se prétendent sains d'esprit, il faudrait que l'État accorde plus dans son budget de santé mentale que le 1% consacré aux organismes qui les apaisent.